Alors, l'indice de fécondité, donc c'est le nombre moyen d'enfants par femme au cours de sa vie féconde. Peut-être juste ajouter dans votre manuel que c'est les femmes entre 15 et 50 ans. Bonjour Camille, ma petite cocotte. Donc, pour assurer un renouvellement de la population, ça prend 2,1 enfants par femme. Parce qu'on prend pour acquis que ça prend 2 personnes pour concevoir un enfant. Alors, dans votre manuel, à la page 13, vous avez la définition, on vous parle du taux de fécondité. Donc, ce que j'ai entouré en rouge, ce serait à surligner. En fait, ce sont les facteurs qui expliquent la baisse du taux de fécondité. Donc, en fait, c'est l'amélioration générale des conditions économiques et sociales. Parce que les femmes vont, pas les femmes, mais en fait, les couples vont avoir moins tendance à faire beaucoup d'enfants, par exemple, pour les aider aux travaux agricoles, comme c'était le cas au Québec dans les années 30. C'est aussi favorisé par l'amélioration générale par la scolarisation des jeunes filles. Donc, puisque les filles sont de plus en plus à l'école longtemps, par exemple, pour terminer un bac à l'université, on termine autour de 21, 22 ans, si selon notre spécialité et tout ça. Donc, ça retarde l'âge de procréation. Puis ensuite, les femmes embarquent sur le marché du travail. Donc, elles vont aussi avoir tendance à retarder la première naissance afin de... Donc, ça va leur permettre d'épargner afin d'assurer un niveau de vie plus confortable à leur enfant. Donc, d'ailleurs, vous l'avez vu si vous avez regardé la capsule de Netflix sur la différence de revenus entre hommes et femmes, on abordait cette question-là. Donc, au niveau, le dernier facteur qui fait baisser le taux de fécondité, c'est les politiques de planification familiale intégrée. Qu'est-ce que c'est? Contraception et avortement. Donc, écrivez-le sur le côté. On va revenir sur ces deux éléments-là dans quelques instants, mais c'est seulement pour jeter un œil sur le tableau que vous voyez ici de l'évolution du taux de fécondité dans le monde. Donc, vous voyez qu'il y a une concordance avec la croissance économique qu'on a vécue au 20e siècle. Donc, c'est au niveau des conditions économiques et sociales que ça joue. On a vu aussi l'apparition d'accès universel à l'éducation, surtout pour les pays développés et plusieurs pays en développement aussi, et dans les années 60-70, et aussi la légalisation de la contraception et de l'avortement qui a énormément fait baisser les taux de fécondité dans le monde. Donc, on va regarder l'évolution de l'indice de la fécondité au Québec, qui va nous donner un indice, entre autres, de à quel moment s'est passée la transition démographique. Donc, en 1955, on est en plein baby-boom. Rappelez-vous, on a un taux de natalité d'environ 30 pour 1000. On a un indice de fécondité on peut aussi parler d'indice de fertilité de 4 enfants en moyenne par femme. Et puis là, tranquillement, dans les années 60, on va mettre en place, premièrement, l'école, un accès universel à l'école. Puis ensuite, on va aussi légaliser, décriminaliser la planification familiale, donc les pilules contraceptives. Alors, on voit qu'il y a une grosse chute. On passe de 4 à 3, puis chute de moitié encore 10 ans plus tard à 1,7. Donc, à partir des années 75, ça va être relativement stable. On peut penser que la transition démographique est dans la phase 4. Donc, ça devient problématique parce que la population ne se renouvelle pas naturellement. Il va falloir compter sur l'autre aspect de la croissance de la population, c'est-à-dire l'immigration. Donc, on va aussi parallèlement à ça mettre en place des politiques d'encouragement pour augmenter le taux de natalité. En 97, notamment, Madame Marois va instaurer le service des garderies subventionnées, donc les garderies à 5 qui ne sont plus à 5 évidemment. Il a fallu suivre l'inflation et indexer les tarifs,
mais on a aussi mis en place la politique des congés parentaux payés pour, si ce n'est augmenter le taux de natalité, au moins le stabiliser. Donc, on a vu que ça n'a pas eu beaucoup d'effets immédiats, mais sur le long terme, on a vu une augmentation et une stabilisation, puis une rechute. Donc, souvent, on observe aussi que l'indice de fécondité est en lien avec les cycles économiques. Quand on est en phase de croissance, on observe une augmentation de la fécondité et en phase de décroissance, une diminution. Tout ça, c'est à prendre avec un grain de sel, c'est des tendances sur le long terme. On a observé dans la province de Yunnan, en Chine, suite à la fin du confinement, on a observé, c'est vraiment drôle parce que parallèlement, on a observé une augmentation des divorces, mais aussi un petit baby boom. Donc, qu'est-ce que ça fait le confinement? Il y a un petit peu les deux extrêmes. Alors, ça va être assez intéressant dans les prochaines années de regarder, en fait, quel a été l'effet du phénomène qu'on est en train de vivre, la pandémie, sur l'indice de fécondité. Est-ce que ça a été positif ou négatif? Donc, un peu plus sérieusement, regardons la légalisation de la contraception et de l'avortement dans certains pays. Puis vous pouvez aller regarder les chiffres pour les comparer avec les indices de fécondité. Ici, on a 69 pour l'avortement. On voit qu'il y a eu une incidence assez importante et 88 pour l'avortement. 88, c'est assez tardif. L'avortement, c'est une question qui revient périodiquement à l'agenda politique. Donc, par exemple, Andrew Scheer, il est plutôt contre l'avortement. S'il advenait qu'il devienne le chef, s'il advenait qu'il prenne le pouvoir au Canada, on pourrait s'inquiéter du recul des politiques de peut-être qu'il y aurait une restriction de l'accès à l'avortement au Canada, comme ça s'est parlé dans certains États des États-Unis l'été dernier. Il y a eu des questions aux cours suprêmes dans ces États-là sur la question. Donc, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis, en fait. Il faut vraiment se battre pour conserver ce droit-là. Alors, je m'adresse à vous, les jeunes qui allez avoir le droit de vote bientôt et tout ça, restez à l'affût parce que c'est très important d'avoir ce droit-là. On a vu aussi, j'ai parlé de l'incidence de l'accès à la scolarité chez les femmes sur le prolongement de l'arrivée de la première naissance, en fait, le retardement de l'arrivée de la première naissance. Donc, on voit que c'était 28 ans en 1970 et aujourd'hui, on a vu un retardement de la première naissance. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 30 ans pour la première naissance, donc 2 ans. C'est quand même majeur comme différence parce que la fenêtre se referme autour de 40 ans, où est-ce qu'on parle de grossesse plus à risque. Donc, voilà un petit peu pour les différents indices qui viennent influencer le taux de fécondité. Je vous laisse regarder le tableau sur différents taux de fécondité dans le monde. Quelles différences voyez-vous? En général, quand on regarde la colonne de droite, on voit que les pays développés ne sont pas capables de renouveler naturellement leur population. Le taux de fécondité est en bas de 2,1. Donc, ils doivent miser sur l'immigration pour avoir une croissance de la population. Alors que, c'est-à-dire qu'ils ont complété la transition démocratique. Alors que dans la colonne de gauche, on a des pays en développement ou émergents dans lesquels on voit que tous les taux sont supérieurs à 2,1. Certains pays émergents, regardez, l'Inde, le Mexique, sont plutôt très proches en fait des pays développés. Donc on voit que ceux-là vont être dans la phase 3, voire phase 4 de la transition démocratique, alors que certains pays en Afrique sont encore dans la phase 1, voire 2. Il faudrait comparer avec le taux de mortalité, puisque c'est le premier taux qui va baisser quand on regarde la transition démographique.
Donc, par exemple, si on regarde le Niger, chaque femme va avoir en moyenne 6,5 enfants. Bon, on s'entend que le point 5 n'est pas possible, mais vous comprenez le principe, là. Donc, c'est énorme. Il faut regarder quelles sont les conditions socio-économiques, puisque ça influence le taux de fécondité, quelles sont les conditions d'accès à la scolarité pour les jeunes filles et quels sont les accès au niveau de la planification familiale. Donc, c'est toutes des questions très intéressantes. J'ai pris, par exemple, une carte du monde pour vous montrer le statut de l'avortement dans le monde. On voit que le Niger, qui est ici, a des restrictions assez sévères pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire que on va pratiquer l'avortement seulement pour préserver la santé, donc des grossesses qui vont être à risque. Donc, ça nous amène à parler des certaines populations qui vont être en déclin, surtout celles qui ont complété la transition démographique. On voit des pays ici. Et le Japon, qui est un cas de figure très intéressant, donc qui est en la population en décroissance depuis 2005. Si vous vous rappelez le petit vidéo de Brut au début de la première capsule, on voyait que d'ailleurs en Europe, la population allait diminuer d'ici 2050, alors que l'Afrique va énormément augmenter. Donc, l'espérance de vie maintenant. Alors, au Québec, 83 ans. Les femmes ont une espérance de vie de 84 ans, alors que les hommes de 80 ans, c'est en partie dû au travail, typiquement masculin, qui sont plus dangereux, plus risqués. On peut penser à la construction, par exemple. Donc, il y a des risques non seulement au niveau de la sécurité des travailleurs, mais aussi de la santé, des problèmes pulmonaires qui pourraient être développés par les plâtriers, par exemple. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un tableau, là, vous comprenez grosso modo ça. Voici quelques chiffres aussi, et plus on va plus on change de catégorie dans le stade de développement, plus on va voir que l'espérance de vie est diminue. Donc, vous pouvez aussi aller chercher des cartes du monde si ça vous intéresse. C'est assez intéressant. On peut même aller regarder sur le site de l'Université de Sherbrooke. Qui, par exemple, excusez, je pensais pas que ça continuait, je pensais que je l'avais arrêté. Donc, ici, on voit la Chine. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé entre 1960, où l'espérance de vie était de 83 ans, et 1980, donc une espérance de vie de 66 ans. Il y a eu 23 ans d'augmentation d'espérance de vie en 20 ans. Quelles politiques étatiques ont été mises en place? Comment ça s'est concrétisé? Quels services ont été universalisés, etc. Donc, c'est très, très intéressant. On pourrait regarder des pays donc ça, c'est le cas d'un pays émergent qui s'est développé, puis aller faire le parallèle avec la politique derrière. Mais on pourrait aussi regarder des pays, au contraire, où est-ce qu'on voit une diminution à cause de la guerre civile. Donc, 74 ans d'espérance de vie en 2005. Et en 2014, même pas 10 ans plus tard, c'était 69, 70 ans d'espérance de vie, donc une baisse de 5 ans. C'est énorme, c'est dû évidemment à la guerre. On pourrait aller regarder le Rwanda, voir l'incidence de l'espérance de vie. Regardez comme c'est drastique en 80. En 85, on se rappelle qu'il y a eu la guerre civile aussi. Donc, 50 ans, on baisse en 93. 27 ans d'espérance de vie, écoutez. Donc, c'est assez drastique. Ça va être intéressant dans quelques années aussi de voir l'incidence de la pandémie sur cet indicateur-là. Donc, on se rappelle finalement que pour la transition démographique,
généralement, les pays en développement se trouvent à la phase 1, 2 ou 3 de la transition démographique, alors que les pays développés l'ont complété. Donc, on va voir dans la dernière capsule qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les caractéristiques démographiques des différents pays.